Puis-je vous toucher ?» La question timide d'un millionnaire qui n'avait jamais connu la chaleur d'une femme révélait un désir innocent et un secret capable de tout changer. Depuis sa jeunesse, Élise Laurent savait qu'elle n'aurait pas le contrôle de son propre destin. Née à Lyon, dans une famille autrefois prospère mais qui avait presque tout perdu dans des investissements mal calculés, elle avait grandi entourée d'apparences fragiles, de dettes silencieuses et de la pression constante de maintenir une réputation qui ne correspondait plus à la réalité. À 24 ans, avec un diplôme en gestion qui suffisait à peine à payer les factures, elle découvrit que sa liberté serait le prix à payer pour une alliance qui sauverait sa famille de la ruine complète. La proposition arriva par des intermédiaires, comme c'était toujours le cas pour les affaires les plus délicates. Le colonel François Leroy, l'un des hommes les plus puissants du sud de la France, propriétaire d'un empire qui s'étendait de l'agroalimentaire aux entreprises de construction qui bâtissaient des routes à travers le pays, avait besoin d'une épouse. À 42 ans, il ne s'était jamais marié, consacrant toute son existence au travail et au pouvoir qu'il avait méticuleusement accumulé pendant 2 décennies. Ce n'était pas un homme qui cherchait l'amour, c'était un stratège qui comprenait l'importance des bonnes alliances. Élise apprit la proposition un après-midi d'août, quand la chaleur de Lyon semblait faire fondre même les ombres. Sa mère, Madame Juliette, une femme élégante qui portait encore les traces de la beauté qu'il avait autrefois rendue célèbre dans les salons de la ville, lui expliqua la situation avec la froideur de quelqu'un qui avait déjà versé toutes les larmes possibles en privé. La famille Laurent s'enfonçait. Les dettes envers les banques, les fournisseurs et même des amis proches étaient devenues impayables. La maison de Saint-Germain, dernier héritage des temps prospères, serait mise aux enchères dans moins de 3 mois. Il offre de tout régler, dit Madame Juliette, évitant de regarder sa fille dans les yeux. Les dettes, la maison et même une dot qui garantira notre avenir. En échange, tu l'épouses et tu deviens l'épouse dont il a besoin pour ses obligations sociales et politiques. Élise sentit l'air lui manquer. Elle ne connaissait François Leroy que de nom et des pages des journaux. Un homme craint par ses rivaux, respecté par ses alliés et connu pour sa froideur implacable dans les affaires. On disait qu'il ne souriait jamais, qu'il traitait tout comme une stratégie militaire, que sa parole était une loi absolue dans tout ce qu'il touchait. Pour lui, elle ne serait qu'une acquisition de plus, une pièce nécessaire sur l'échiquier de sa vie publique. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas le temps de protester, de négocier ou de rêver d'alternatives. La cérémonie fut fixée 1 mois plus tard, à Marseille, dans l'église Notre-Dame de la Garde, un lieu choisi davantage pour son importance politique et sociale que pour une quelconque signification romantique. Élise passa les semaines suivantes comme une automate, se faisant mesurer pour des robes, instruite sur les protocoles et présentée aux intermédiaires qui s'occupaient des détails de l'accord. Le matin du mariage, pendant qu'elle se préparait dans la chambre d'hôtel, réservée spécialement pour l'occasion, Élise reconnaissait à peine la femme dans le miroir. La robe de mariée, tout en dentelle française et broderie, qui avait coûté plus que ce que sa famille avait vu en des années, la transformait en une étrangère élégante, mais vide. Ses yeux, normalement expressifs et pleins de vie, semblaient perdus. Madame Juliette essayait de sourire, mais ses mains tremblaient en ajustant le voile de sa fille. « Tu vas bien t'en sortir » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Élise. « C'est un homme honorable. Il prendra soin de toi. » Élise acquiesça en silence, mais intérieurement elle criait. « Prendre soin d'elle comme on prend soin d'un objet précieux, » pensa-t-elle. « Comme on prend soin d'un investissement qu'il faut préserver. » L'Église était bondée. Politiciens, hommes d'affaires, militaires, tous les noms importants de Provence et du Rhône-Alpes étaient là, non pour célébrer l'amour, mais pour témoigner d'une alliance stratégique. Élise marchait dans l'allée centrale, en ayant l'impression de marcher vers son propre enterrement. La robe pesait comme du plomb, les chaussures serraient, et à chaque pas, l'avenir se refermait un peu plus. Quand elle vit enfin François Leroy qui l'attendait à l'hôtel, vêtu d'un costume impeccable bleu marine qui aurait coûté le salaire de plusieurs mois à une personne ordinaire, Élise sentit son cœur se serrer. Il était exactement comme elle l'avait imaginé, grand, imposant, avec des cheveux grisonnants parfaitement coiffés et une posture qui irradiait l'autorité. Ses yeux sombres l'observaient avec la neutralité de quelqu'un qui évalue un document militaire important. Il n'y avait pas de chaleur là, pas de curiosité. C'était le regard d'un homme accomplissant une obligation. Durant toute la cérémonie, il ne sourit pas une seule fois. Ses réponses furent précises, protocolaires, sans une seule oscillation dans la voix.
Quand vint le moment de l'embrasser, ce fut un contact rapide et froid, plus un tampon officiel que toute démonstration d'affection. Élise sentit ses lèvres seulement pendant quelques secondes, mais ce fut suffisant pour comprendre qu'elle scellait non pas un mariage, mais un contrat. La fête fut grandiose, organisée dans l'hôtel le plus luxueux de Marseille. Musique live, nourriture abondante, vins importés. Tout ce que l'argent pouvait acheter de mieux. Mais Élise se sentait comme une actrice jouant un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Elle souriait quand c'était nécessaire, conversait poliment avec les invités, dansa une seule fois avec son mari. Une valse exécutée avec la même précision militaire qu'il appliquait à tout dans la vie. « Tu danses bien ?» Ça fut le seul commentaire que François fit pendant les 3 minutes qu'ils passèrent enlacés sur la piste. « J'ai appris quand j'étais enfant », répondit Élise, espérant qu'il manifesterait quelque intérêt à en savoir plus sur elle. Il se contenta d'acquiescer et, quand la musique s'arrêta, la reconduisit à la table principale sans plus de mots. Après la fête, quand il était déjà tard dans la nuit et que les derniers invités étaient partis, Élise se retrouva seule avec son mari dans la suite présidentielle de l'hôtel. Il y avait 2 lits séparés. Il avait prévu cela à l'avance, une preuve de plus que ce mariage n'était qu'un accord commercial. François retira sa veste, desserra sa cravate et s'adressa à elle avec la même froideur que toujours. « Nous partons pour Nice demain », informa-t-il, comme s'il donnait des instructions à un employé. « Ma maison est située à Cap-Ferrat. Tu auras tes propres appartements, une équipe d'employés à disposition et un compte bancaire pour tes besoins personnels. Il y aura des événements sociaux auxquels tu devras m'accompagner, des dîners avec des personnes importantes, quelques voyages. Ma secrétaire s'occupera de ton agenda. » Élise l'écouta en silence, sentant le poids de la réalité s'installer définitivement. Elle n'était pas une épouse. Elle était une employée spécialisée pour jouer le rôle d'épouse. « Des questions ?» demanda-t-il, se dirigeant déjà vers son lit. « Non », répondit-elle doucement. « Alors bonne nuit. » Et ainsi se termina le premier jour du mariage d'Élise. Le matin suivant apporta le vol vers Nice, où Élise vit pour la première fois la demeure qui serait sa nouvelle prison. Située dans l'une des adresses les plus nobles de la région, la propriété était immense. 3 étages, jardin parfaitement planifié, piscine, cours de tennis, un garage qui abritait des voitures qui coûtaient plus que de nombreuses maisons. Tout impeccable, tout calculé, tout froid. La maison était une extension vivante de François lui-même. Chaque pièce semblait suivre un manuel d'étiquette rigoureux. Les meubles, tous en bois noble et tissus importés, étaient disposés avec une précision militaire. Pas un seul objet hors de sa place, pas une seule couleur qui détonnait de l'ensemble, pas de vie pulsant entre ces murs de marbre et de granit. Élise fut conduite à ses appartements par Madame René, la gouvernante de la maison, une femme d'une 60aine d'années qui avait travaillé pour la famille de François depuis toujours. Ces quartiers étaient luxueux mais impersonnels. Ils auraient pu sortir des pages d'un magazine de décoration, mais il n'y avait rien qui reflétait sa personnalité ou ses préférences. Le colonel a des horaires très rigides, expliqua Madame René tout en montrant le dressing déjà approvisionné de vêtements coûteux, tous choisis par des tiers. Il se lève à 5 heures du matin, fait de l'exercice dans sa salle de sport privée jusqu'à 6 heures, prend sa douche et est dans son bureau à 7 heures précises pour travailler. Le petit déjeuner est servi à 8 heures, toujours sur la terrasse arrière quand il est à la maison. Le déjeuner est à 12h30, le dîner à 7 heures du soir. Il n'aime pas les retards. Élise acquiesça, essayant d'absorber toutes les règles qui allaient désormais gouverner son existence. « Et moi ?» demanda-t-elle. « Quels horaires dois-je suivre ?» Madame est libre d'organiser sa routine comme elle le préfère, tant qu'elle est disponible pour l'accompagner aux engagements sociaux. L'agenda sera toujours communiqué à l'avance. Liberté. Le mot sonnait ironique dans ce contexte. Les premiers jours furent une adaptation douloureuse. Élise se réveillait sans savoir quoi faire d'elle-même. Pas de travail, pas d'obligation spécifique, au-delà d'être présente au repas et de rester en forme pour les événements sociaux. Elle tenta d'établir des conversations avec François pendant les repas, mais il répondait toujours de façon monosyllabique, comme si chaque mot coûtait de l'argent. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait-elle. « Productive. »« Y a-t-il un événement cette semaine ?»« Oui, jeudi, dîner de bienfaisance. »« Puis-je savoir ce qu'on attend de moi ?» Madame René a les instructions. Et c'était toujours ainsi.
François traitait son épouse comme il aurait traité n'importe quel employé, avec politesse, mais sans intimité. Il ne demandait jamais ses sentiments, ses projets, ses opinions. Pendant les repas, il répondait souvent à des appels professionnels, transformant même ces moments en extension de son agenda professionnel. Mais Élise n'était pas faite de silence et de soumission. Même prisonnière d'un accord qui lui avait été imposé, elle refusa d'accepter le rôle de pièce décorative. Il y avait quelque chose en elle, une inquiétude, une force, une flamme qui refusait de s'éteindre simplement parce qu'elle était entourée de marbre froid et de règles inflexibles. Elle commença petit. Elle déplaça quelques objets décoratifs du salon. Elle demanda à Madame René d'inclure des fruits méditerranéens au petit déjeuner en plus du repas traditionnellement continental que François préférait. Elle commença à porter des couleurs plus vives, s'éloignant des tons neutres qu'elle avait trouvés dans sa garde-robe. Le choc était visible dans les yeux des employés. Personne n'osait modifier les standards établis par le colonel François Leroy. Mais Élise continua, testant les limites de la rigidité qui l'entourait. Une semaine après le mariage, durant un dîner particulièrement silencieux, elle décida de briser le protocole définitivement. « Tu comptes m'ignorer pour toujours ?» demanda-t-elle directement, posant ses couverts et le regardant. François leva les yeux de son assiette pour la première fois du repas. Il y avait de la surprise. Il ne s'attendait clairement pas à être confronté. « Je ne t'ignore pas, » répondit-il froidement. « Nous dînons ensemble. » « Être dans le même environnement n'est pas la même chose qu'être ensemble, » rétorqua Élise. « Tu me traites comme si j'étais un meuble coûteux qui doit être maintenu en bon état. » Pendant un moment, quelque chose passa dans ses yeux, une fissure presque imperceptible dans le mur d'indifférence, mais cela ne dura que quelques secondes. « Ce mariage a des objectifs spécifiques, » dit-il, recommençant à couper sa viande avec précision. « Nous le savions tous les deux depuis le début. Savoir ne signifie pas accepter. » François arrêta de manger et l'observa avec plus d'attention. Il y avait une intensité dans le regard d'Élise qu'il n'avait pas remarquée avant, ou peut-être n'avait-il pas voulu la remarquer. « Que veux-tu » demanda-t-il finalement. « Des conversations, du respect, être traité comme une personne, pas comme une obligation. » Il resta silencieux un long moment, comme s'il traitait une information complètement nouvelle. « Je ne suis pas un homme de beaucoup de mots, » dit-il enfin. « Je ne demande pas grand-chose. Juste que tu me vois. » Quelque chose changea cette nuit-là. Pas drastiquement, mais Élise le remarqua. François commença à poser des questions basiques sur sa journée, sur ses préférences alimentaires, sur les livres qu'elle lisait. C'étaient de petits gestes, mais ils représentaient d'importantes fissures dans l'armure qu'il maintenait. 2 semaines plus tard eut lieu le premier événement social important depuis le mariage, un dîner offert par le préfet des Alpes-Maritimes dans sa résidence officielle. Élise fut instruite sur l'importance de l'occasion, sur les personnes qui seraient présentes, sur la nécessité de faire bonne impression. Le soir de l'événement, elle choisit une robe bleu marine qui mettait en valeur ses yeux bruns et sa peau olive. Elle était élégante sans être tape à l'œil, sophistiquée sans être exagérée. Quand elle descendit l'escalier de la demeure, prête à partir, elle vit François qui attendait dans le salon. Il était impeccable comme toujours, mais quand il la vit, quelque chose dans sa posture changea. C'était subtil, mais Élise le remarqua. Il l'observa différemment, comme s'il la voyait réellement pour la première fois. « Tu es prête ?» demanda-t-il, mais sa voix sonnait légèrement différente. « Oui » répondit-elle, et pour la première fois depuis le mariage, il lui offrit son bras. Le dîner à la résidence officielle fut une leçon sur la façon dont le pouvoir se manifeste dans la société française. Hommes d'affaires, politiciens, juges, militaires, tous circulaient en groupes bien définis, échangeant des informations qui valaient des millions, faisant des accords qui définiraient l'avenir de milliers de personnes. Élise fut présentée comme l'épouse du colonel François Leroy, et immédiatement, elle devint objet de curiosité et d'évaluation. Les autres femmes présentes, épouses d'hommes puissants, l'accueillirent avec la cordialité glacée typique de ces cercles. Elles parlèrent de charité, de mode, de voyages internationaux, toujours en démontrant leur connaissance des sujets les plus raffinés. Élise comprit qu'elle était testée, évaluée, pour voir si elle était à la hauteur du cercle dans lequel elle avait fait son entrée. Mais il y avait quelque chose chez Élise qui détonnait dans cet environnement contrôlé. Peut-être était-ce son origine plus humble,
Peut-être le fait qu'elle avait lutté pour chaque conquête dans sa vie avant le mariage, mais elle ne s'intimidait pas facilement. Quand l'une des dames commenta avec une certaine ironie « Comme cela doit être intéressant pour quelqu'un de Lyon de s'adapter aux standards de Nice », Élise répondit avec élégance, mais fermeté. « En fait, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, je crois que chaque ville a sa propre sophistication. Lyon, par exemple, a une richesse culturelle et une diversité qui enrichissent quiconque est disposé à observer. » Le commentaire causa un silence momentané dans le groupe. Il n'était pas soumis comme attendu, mais il n'était pas non plus confrontationnel. Il était intelligent et montrait qu'elle ne serait pas facilement intimidée. François, qui conversait avec un groupe d'hommes d'affaires à proximité, entendit la réponse de son épouse. Élise ne le vit pas, mais il l'observa pendant le reste de la soirée avec plus d'attention, remarquant comment elle naviguait habilement dans les conversations, comment elle traitait avec respect tant les serveurs que les invités les plus importants, comment sa présence apportait une énergie différente à l'environnement. Pendant le dîner assis à la table principale, Élise se rendit compte qu'elle était observée non seulement par les autres femmes, mais aussi par les hommes présents. Il y avait quelque chose dans sa façon d'être, une authenticité, une force contenue qui attirait l'attention. Elle n'était pas seulement belle, il y avait une intelligence émotionnelle, un charisme naturel qui ne pouvait être ni acheté ni enseigné. François remarqua les regards, et pour la première fois depuis le mariage, il ressentit quelque chose d'étrange, une pointe de ce qui pourrait être, de la jalousie, de la possessivité. Lui-même ne sut définir, mais cela le dérangeait. Dans la voiture, pendant le trajet de retour à la maison, Élise rompit le silence. « C'était intéressant, dit-elle, regardant par la fenêtre les lumières de Nice qui défilaient. « Ça t'en est bien sorti, répondit-il, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Merci, dit-elle, se tournant vers lui. Je pensais que j'étais simplement décorative. » François la regarda dans les yeux pour la première fois lors d'une vraie conversation. « Tu ne serais jamais simplement décorative, dit-il, et immédiatement il sembla regretter ses paroles, détournant son regard vers l'avant. Mais Élise avait entendu, et pour la première fois depuis le mariage, elle sentit qu'il y avait peut-être une personne réelle derrière cette façade de glace. Cette nuit-là, pour la première fois, François ne se retira pas immédiatement après leur retour à la maison. Il resta dans le salon, se servant un whisky écossais qu'il gardait pour les occasions spéciales. « Tu veux boire quelque chose ?» offrit-il. Élise accepta un verre de vin rouge, et ils s'assirent dans des fauteuils qui n'étaient pas proches, mais qui ne maintenaient pas non plus la distance formelle habituelle. « Parle-moi de Lyon, » dit-il soudainement. La question la surprit. Ce n'était pas à propos du travail, ce n'était pas protocolaire, c'était personnel. Élise commença à parler de sa ville natale, des fleuves, de la culture, de la musique qui l'avait toujours accompagnée, des difficultés que sa famille avait affrontées. François l'écouta en silence, posant des questions occasionnelles, démontrant un intérêt qu'elle n'attendait pas. Quand Élise demanda à propos de sa vie, François hésita. Ce n'était pas un homme habitué à partager des informations personnelles, mais quelque chose dans la façon dont elle s'était ouverte l'encouragea à parler un peu de sa trajectoire, de comment il avait construit son empire en partant presque de rien, des batailles qu'il avait affrontées dans le monde des affaires, de la solitude qu'il avait choisie en échange du pouvoir. « Ça, tu n'as jamais voulu te marier avant ?» demanda Élise avec précaution. Le visage de François se ferma immédiatement, comme si elle avait touché un territoire interdit. « Il est tard, dit-il, terminant son whisky d'un coup. Nous devrions dormir. » Et sans plus de mots, il monta dans ses appartements, laissant Élise seule dans le salon avec plus de questions que de réponses. Mais quelque chose avait changé cette nuit-là. Pour la première fois, ils avaient conversé comme deux personnes réelles, non comme des participants à un accord commercial. Et Élise décida qu'elle ne laisserait pas cette brèche se refermer à nouveau. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais perceptible dans la dynamique de la maison. François n'était pas complètement revenu à la froideur antérieure, mais il ne donnait pas non plus de signe de vouloir approfondir les conversations qu'ils avaient recommencées cette nuit-là. Élise, de son côté, décida qu'elle n'attendrait pas sa bonne volonté pour mieux connaître l'homme avec qui elle partageait désormais sa vie. Un jeudi matin, alors que François était dans une réunion d'affaires qui s'étendrait toute la journée, Élise décida d'explorer la demeure de façon plus systématique. Les premiers jours,
Elle s'était limitée aux espaces qui lui avaient été désignés, mais maintenant elle était curieuse des environnements que François considérait comme étant uniquement les siens. Elle commença par la bibliothèque, une pièce immense avec des étagères qui allaient du sol au plafond, remplies de livres sur les sujets les plus divers. Il y avait une section entière dédiée à la stratégie militaire, une autre sur l'économie et la politique, une troisième sur l'histoire de France. Mais ce qui attira son attention fut une petite étagère dans un coin plus réservé, avec des livres de littérature, Victor Hugo, Balzac, Zola, Flaubert. Tous bien conservés, certains avec des marques d'usage fréquents. « Il lit de la littérature », murmura Élise pour elle-même, passant ses doigts sur les dos des livres. C'était une découverte surprenante. L'homme qui semblait fait uniquement de chiffres et de stratégies avait des moments où il cherchait les émotions et réflexions que seule la littérature pouvait offrir. Elle feuilleta quelques exemplaires et trouva des annotations dans les marges, des observations écrites à la main, dans une calligraphie précise et élégante. Dans « Madame Bovary », il avait souligné des passages sur la jalousie et la méfiance. Dans « Germinal », il avait marqué des réflexions sur les différences sociales. Chaque annotation révélait un homme beaucoup plus complexe que la façade qu'il présentait. Elle continua à explorer et arriva au bureau privé de François. La porte était entr'ouverte, et Élise hésita un moment avant d'entrer. C'était son sanctuaire, une salle spacieuse avec un bureau en acajou massif, des fauteuils en cuir italien, des tableaux avec des paysages de la Provence française au mur. Mais ce qui attira le plus l'attention furent les photographies. Il y avait plusieurs photos encadrées sur une commode latérale. François plus jeune, en uniforme, aux côtés d'autres militaires. François dans des cérémonies officielles. François avec des politiciens importants. Mais au milieu de toutes ces images formelles, il y avait une photo différente. Une jeune femme belle, aux longs cheveux et au sourire lumineux, enlacée avec un François qui semblait des décennies plus jeune et infiniment plus heureux. Élise prit la photo et l'examina avec soin. La femme avait une beauté naturelle, une étincelle dans les yeux qui transmettait la joie de vivre. Et l'homme à ses côtés, malgré les traits qu'elle reconnaissait comme étant ceux de François, semblait une personne complètement différente. Il y avait de la lumière sur son visage, de la spontanéité dans son sourire, une légèreté qu'elle n'avait jamais vue. « Qui étais-tu » se demanda doucement Élise à la photo, essayant de comprendre quelle histoire avait transformé ce jeune homme, apparemment amoureux, en le mari froid qu'elle avait connu. « Que fais-tu ici » La voix de François derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna rapidement, tenant toujours la photo, et vit qu'il se tenait à la porte du bureau avec une expression qui mêlait surprise et ce qui pouvait être de la colère. « Je découvrais la maison » balbutia Élise, se rendant compte qu'elle avait franchi une ligne invisible. François entra dans le bureau et tendit la main pour prendre la photo. Élise la lui donna, remarquant comment ses doigts tremblèrent presque imperceptiblement quand ils touchèrent le verre du cadre. « C'est mon espace privé », dit-il, replaçant la photo exactement où elle était avant. « Je préfère que tu n'entres pas ici sans permission. »« C'est un mot, désolé, » dit Élise, mais elle ne baissa pas les yeux. La porte était ouverte. Cela ne signifie pas que c'était une invitation. Ils se regardèrent pendant un moment tendu. Élise pouvait voir qu'elle avait touché quelque chose de profond et douloureux, mais elle sentait aussi qu'elle ne devait pas s'excuser d'être curieuse à propos de la vie de l'homme avec qui elle était mariée. Qui était-elle? Qu'à demanda-t-elle directement. Le visage de François se durcit encore plus. « Cela ne te regarde pas. »« Je suis ton épouse, » rétorqua Élise, sentant un courage qui venait elle ne savait d'où. « Peut-être que tu ne m'as pas choisi par amour, mais cela ne signifie pas que je doive vivre comme une étrangère dans ta vie. »« Ah, tu ne comprends rien, » dit François, mais sa voix semblait plus fatiguée qu'irritée. « Alors explique-moi. Aide-moi à comprendre. » Pendant un moment, Élise vit quelque chose ressemblant à de la vulnérabilité passer dans ses yeux, mais cela ne dura que quelques secondes avant qu'il ne recompose son masque de froideur. Il n'y a rien à comprendre. Le passé est le passé. Le passé qui n'est pas résolu interfère toujours avec le présent, dit doucement Élise. François la regarda avec un mélange de surprise et ce qui pouvait être de l'admiration. Elle avait démontré une sagesse émotionnelle qu'il n'attendait pas. « Tu devrais te concentrer sur ton présent, » dit-il finalement. « Nous avons un événement demain soir.
Un dîner important avec des investisseurs étrangers. J'ai besoin que tu sois préparé. Et avec ce changement abrupt de sujet, il fit comprendre que la conversation était terminée. Mais Élise sortit du bureau avec plus d'informations qu'en y entrant. Elle savait maintenant qu'il y avait eu une femme dans le passé de François, quelqu'un d'assez important pour garder une photo dans l'endroit le plus privé de sa vie, et que cette histoire était intimement liée à la froideur qu'il maintenait comme une armure. Cet après-midi-là, Élise décida qu'elle avait besoin d'une stratégie différente. Si François ne parlait pas ouvertement de ses sentiments et de son passé, elle devrait trouver d'autres façons de briser ses défenses. Et elle connaissait bien le pouvoir de la provocation subtile et de la proximité physique. Au dîner ce soir-là, Élise descendit portant une robe qu'elle avait achetée secrètement lors d'une sortie shopping. Un modèle bordeaux qui mettait en valeur ses courbes, sans être vulgaire, mais qui définitivement ne faisait pas partie de la garde-robe conservatrice qu'elle avait trouvée dans son dressing. Elle était élégante, mais avait une touche de sensualité que ses autres robes ne possédaient pas. Quand elle entra dans la salle à manger, elle vit François lever les yeux du journal qu'il lisait et arrêter complètement sa lecture. Son regard parcourut la silhouette d'Élise de façon presque involontaire, et elle se rendit compte qu'elle avait réussi à affecter sa composition. « Nouvelle robe ?» demanda-t-il, essayant de maintenir un ton désinvolte, mais il y avait une note différente dans sa voix. « Tu aimes ?» demanda Élise, faisant un petit tour pour qu'il puisse mieux voir. François mit quelques secondes à répondre, comme s'il traitait une information complexe. « C'est approprié », dit-il finalement, mais la façon dont il continua à la regarder contredisait la froideur de la réponse. Pendant le dîner, Élise maintint une conversation plus engageante que la normale. Elle parla des livres qu'elle avait découverts dans la bibliothèque, de ses réflexions sur la littérature française, démontrant une intellectualité qu'elle avait gardée cachée jusqu'alors. François, graduellement, s'impliqua dans la conversation, révélant des opinions et des aperçus qui montraient sa propre sophistication culturelle. « As-tu lu L'Étranger » demanda Élise, mentionnant l'un des livres qu'elle avait vus sur les étagères. « Camus » acquiesça François, l'un des plus grands écrivains français. « Pourquoi ?»« Meursault me rappelle certaines situations de ma propre vie, » dit Élise avec précaution. « Une personne qui a dû accepter un destin qu'elle n'a pas choisi, mais qui maintient néanmoins quelque chose de pur en elle. » La comparaison était subtile mais claire. François comprit l'analogie et resta silencieux un moment, évaluant ses paroles. « Meursault était naïf, » dit-il finalement. « Tu ne l'es pas ?»« Non. » acquiesça Élise, le regardant directement dans les yeux. « Je ne le suis pas. » Il y avait une tension dans l'air qui n'existait pas auparavant, une conscience mutuelle, qu'il parlait de bien plus que de littérature. François termina le vin de son verre d'un seul trait, quelque chose qu'elle ne l'avait jamais vu faire. « Je dois me retirer, » dit-il, se levant de table. « Demain sera une longue journée. » Mais quand il passa derrière la chaise d'Élise pour sortir de la salle à manger, elle sentit qu'il s'arrêta une fraction de seconde, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Sa main bougea même en direction de son épaule, mais s'arrêta en l'air et se retira. « Bonne nuit », dit-il simplement et quitta la salle. Élise resta seule, mais cette fois avec la certitude qu'elle avait réussi à affecter l'équilibre émotionnel de François de façon plus significative. L'événement du lendemain devait se tenir dans l'hôtel le plus luxueux de Nice, et Élise décida que c'était l'opportunité parfaite pour intensifier sa stratégie. Elle choisit une robe noire d'un designer célèbre, assez élégante pour l'environnement formel, mais avec un décolleté subtil qui mettait en valeur son cou et une coupe qui accentuait sa silhouette. Elle compléta le tout avec des bijoux discrets, mais coûteux, et un parfum français qu'elle avait découvert dans son dressing, mais qu'elle n'avait pas encore utilisé. Quand François la vit descendre l'escalier, prête à sortir, il s'arrêta littéralement au milieu d'un appel téléphonique professionnel. « Je te rappelle », dit-il à son interlocuteur, raccrochant sans quitter Élise des yeux. « Suis-je approprié pour l'occasion ?» demanda-t-elle, feignant l'innocence. François l'observa plus longtemps que ce qui serait socialement approprié avant de répondre. « Tu es impressionnante, » dit-il, et immédiatement il sembla regretter l'honnêteté de sa réponse. Dans la voiture, pendant le trajet jusqu'à l'hôtel, Élise remarqua que François était plus tendu que d'habitude. Ses mains tenaient le volant avec plus de force, et il semblait lutter contre une pensée qui le perturbait. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. « Parfaitement. »
répondit-il trop rapidement pour être vrai. Le dîner fut un événement éblouissant. Hommes d'affaires de plusieurs pays, cadres multinationaux, politiciens influents, tous réunis pour discuter d'investissements milliardaires qui transformeraient l'économie du sud de la France. Élise fut présentée comme toujours, l'épouse du colonel, François Leroy, mais cette fois sa présence causa un impact beaucoup plus grand. Ce n'étaient pas seulement les regards masculins qui la suivaient, bien qu'ils existaient définitivement. C'était sa capacité à converser intelligemment sur l'économie internationale, sur la culture française, sur les opportunités de développement durable en Provence. Élise s'était préparée, étudiant les sujets qu'elle savait qui seraient discutés. Sa participation aux conversations impressionna même les hommes les plus puissants présents. François observait tout avec un mélange de fierté et quelque chose de plus complexe. La voir briller dans cet environnement, être admiré et respecté pour son intelligence et son élégance, éveillait en lui des sensations qu'il avait enterrées depuis longtemps. Pendant la réception, Élise fut abordée par divers hommes importants qui voulaient mieux la connaître. Tous étaient respectueux. Après tout, elle était clairement accompagnée par le redouté colonel Leroy. Mais il y avait un intérêt évident qui allait au-delà de la courtoisie sociale. Un homme d'affaires italien, particulièrement charmant et persistant, passa une partie considérable de la soirée à converser avec Élise sur l'art et la culture. Elle répondit avec élégance et intelligence, mais François remarqua que l'homme était clairement fasciné par son épouse. « Votre femme est extraordinaire », dit l'Italien à François pendant un moment où Élise s'était éloignée pour saluer d'autres personnes. « Une femme d'une rare beauté et intelligence. Vous êtes un homme très chanceux. » François acquiesça poliment. Mais intérieurement, il sentait quelque chose brûler. Était-ce de la jalousie, de la possessivité? Lui-même ne parvenait pas à définir, mais la sensation était intense et perturbante. Quand vint l'heure de la danse, l'Italien fut le premier à inviter Élise. Elle regarda François, comme si elle demandait permission ou attendait qu'il intervienne. Mais il se contenta d'acquiescer avec une expression impénétrable. François observa son épouse danser avec un autre homme, voyant comment elle souriait, comment elle se déplaçait avec une grâce naturelle, comment elle attirait l'attention de tous dans la salle. Et pour la première fois depuis le mariage, il ressentit quelque chose de dangereux, la peur de la perdre. Quand la musique se termina et qu'Élise revint à ses côtés, François était différent. Il y avait une tension dans sa posture, une intensité dans son regard qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Prête à partir ?» demanda-t-il, bien que l'événement soit encore loin de se terminer. « Si tu veux », répondit Élise, se rendant compte que quelque chose avait changé. Dans la voiture, le retour à la maison se fit dans un silence chargé d'électricité. Élise pouvait sentir la tension émanant de François, mais elle n'arrivait pas à déchiffrer exactement ce qu'il pensait. « Tu t'es amusé », dit-il finalement, et il y avait une note étrange dans sa voix. « C'était intéressant », répondit prudemment Élise. « L'Italien semblait très intéressé par toi. » Élise se tourna pour le regarder, surprise par le ton presque accusateur. « Il a été poli, » dit-elle. « Nous avons simplement conversé. Les hommes comme lui ont toujours des arrière-pensées. » « Tiens, murmura François, plus pour lui-même que pour elle. « Et cela te dérange ?» demanda directement Élise. François resta silencieux un long moment, comme s'il luttait contre une réponse qu'il ne voulait pas donner. « Tu es mon épouse, » dit-il finalement. « Il est naturel que je me préoccupe de ta réputation. »« Ma réputation ou ta possessivité ?» provoqua doucement Élise. François arrêta brusquement la voiture sur le bas-côté, se tourna vers elle avec des yeux brillants d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. « Ne me provoque pas, » dit-il, sa voix basse et intense. « Pourquoi pas ?» chuchota Élise, s'approchant légèrement. « Peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin. » Pendant un moment, François sembla sur le point de faire quelque chose. S'approcher, la toucher, briser finalement la barrière qu'il maintenait entre eux. Élise pouvait voir la lutte interne reflétée dans ses yeux, la bataille entre le désir et le contrôle rigide qu'il exerçait sur lui-même. Mais alors il recula, démarra à nouveau la voiture et reprit la route. « Cela n'arrivera pas, » dit-il, plus pour se convaincre lui-même que pour elle. « Qu'est-ce qui n'arrivera pas ?» insista Élise. « Tu sais exactement de quoi je parle. » Élise sourit, un petit sourire mais plein de promesses. « Je sais, » dit-elle simplement. Quand ils arrivèrent à la maison, François se dirigea immédiatement vers son bureau, prétextant avoir des travaux en attente.
Élise monta dans ses appartements. Mais au lieu de se préparer à dormir, elle prit une décision qui changerait définitivement le cours de leur relation. Elle échangea sa robe contre un peignoir de soie qu'elle avait trouvé dans le dressing, une pièce clairement coûteuse et sophistiquée, qui couvrait plus qu'elle ne révélait, mais d'une façon qui était infiniment plus sensuelle que n'importe quel vêtement osé aurait pu l'être. Elle détacha ses cheveux, qu'elle avait portés attachés durant le dîner, les laissant tomber en vagues naturelles sur ses épaules. Elle descendit les escaliers silencieusement et se dirigea vers le bureau de François. Il était assis derrière son bureau, penché sur quelques documents, mais Élise s'aperçut qu'il ne lisait pas vraiment. Il y regardait simplement les papiers, comme s'il pouvait y trouver les réponses au deuil, conflit qui le perturbait. Elle frappa doucement à la porte déjà ouverte. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle. François leva les yeux et resta complètement immobile en la voyant. Le peignoir de soie, la lumière douce du bureau, les cheveux détachés, tout conspirait pour créer une image qui attaqua directement les défenses qu'il avait construites avec tant de soin. « Il est tard, » dit-il, mais sa voix sortit rauque. « Je n'arrive pas à dormir, » dit Élise, entrant dans le bureau et s'approchant lentement. « Je pense à ce qui s'est passé ce soir. »« Il ne s'est rien passé, » mentit François. « Non ?» Élise s'assit dans le fauteuil face à son bureau, croisant les jambes de façon élégante mais provocante. « Alors pourquoi es-tu ici ?» faisant semblant de travailler au lieu de dormir. François ne répondit pas, mais ses yeux ne pouvaient se détacher d'elle. « Tu sais ce que je pense ?» continua Élise, sa voix basse et intime. « Je pense que tu as peur. »« Laisse-moi me citer assez de quoi ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « De ressentir quelque chose de réel pour moi, d'admettre que ce mariage peut devenir plus qu'un accord commercial. C'est impossible. » Dit François, mais il y avait moins de conviction dans sa voix qu'avant. Élise se leva et contourna le bureau, s'arrêtant à côté de sa chaise. Elle pouvait sentir la tension émanant de son corps, voir la lutte interne reflétée dans chaque ligne de son visage. « Pourquoi est-ce impossible ?» demanda-t-elle doucement, posant délicatement une main sur son épaule. François ferma les yeux au moment où elle le toucha, comme si le contact physique était à la fois une torture et un soulagement. « Parce que je ne peux pas me permettre cela à nouveau, » dit-il finalement, les mots sortant comme s'ils étaient arrachés de force. « À nouveau ?» répéta Élise. « Tu as déjà aimé avant. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation basée sur la photo qu'elle avait vue, sur sa réaction chaque fois que le sujet s'approchait de sentiments personnels. François ouvrit les yeux et la regarda avec une douleur si profonde qu'Élise sentit son cœur se serrer. « Oui, » admit-il. « Et elle est morte à cause de moi. » La confession tomba comme une bombe dans le silence du bureau. Élise sentit toutes les pièces du puzzle s'emboîter, la froideur, le contrôle obsessif, le refus de s'impliquer émotionnellement. « Comment ça ?» demanda-t-elle doucement, sa main toujours sur son épaule. François resta silencieux un long moment, comme s'il décidait s'il devait ou non ouvrir cette blessure. « Sophie, » dit-il finalement. Elle était journaliste. Elle enquêtait sur la corruption politique, dénonçait des schémas qui impliquaient des personnes très puissantes. Je commençais à construire mes affaires, et elle me soutenait, croyait en moi. Élise attendit en silence, comprenant qu'il avait besoin de raconter cette histoire à son propre rythme. « Nous sommes tombés amoureux comme deux fous, » continua François, sa voix chargée d'une nostalgie douloureuse. C'était tout ce que je ne m'attendais pas à être. Intense, chaotique, imprévisible. Elle remettait en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. « Quand est-il au moment que s'est-il passé ?» demanda Élise quand il cessa de parler. Elle enquêtait sur un politicien corrompu qui était aussi mon associé dans certaines affaires. Je l'ai averti que c'était dangereux. Je lui ai demandé d'arrêter. Mais elle n'arrêtait pas. Elle disait que la vérité était plus importante que la sécurité. François se leva brusquement, s'éloignant d'Élise et marchant vers la fenêtre. Un soir, en revenant d'une réunion avec une source, sa voiture a été sabotée. Un accident, ont-ils dit. Mais je connaissais la vérité. Et j'ai su que, si je ne m'étais pas impliqué avec elle, si elle n'avait pas eu accès aux informations qu'elle obtenait à travers moi, elle serait encore en vie. Élise sentit des larmes piquer ses yeux. La douleur dans la voix de François était palpable, réelle, dévastatrice. Depuis lors, continua-t-il,
regardant toujours par la fenêtre, « J'ai décidé que je ne mettrai plus jamais quelqu'un en danger à cause de moi, que je ne laisserai plus jamais les sentiments compromettre ma capacité à protéger les personnes qui pourraient signifier quelque chose pour moi. Oui, et c'est pour ça que tu m'as épousé, dit Élise, comprenant finalement. Parce que tu as pensé que ce serait juste un accord, qu'il n'y aurait pas de sentiments impliqués. » François se tourna vers elle, et pour la première fois, Élise vit l'homme derrière le masque, vulnérable, hanté, luttant contre des démons qu'il portait depuis des années. « Oui, » admit-il, « mais je ne comptais pas sur le fait que tu serais... toi. »« Oh, et qu'est-ce que je suis ?» demanda Élise, s'approchant de lui à nouveau. « Tout ce que j'ai juré de ne plus jamais vouloir, » dit François, sa voix presque un murmure. « Tu es intelligente, courageuse, provocatrice. Tu n'acceptes pas les limites. Et cela me terrifie parce que... Fast Wendy de Chase, parce que tu tombes amoureux de moi, » compléta Élise. François ferma les yeux comme si les mots étaient une sentence de mort. « Je ne peux pas permettre cela, » dit-il. « Pourquoi pas ?» Élise était maintenant très proche de lui. Elle pouvait sentir la chaleur de son corps, sa respiration accélérée. « Je ne suis pas Sophie, et tu n'es plus ce jeune homme qui ne savait pas comment protéger celle qu'il aimait. Tu ne comprends pas les risques, » dit François, mais ses mains bougèrent involontairement vers elle. « Alors enseigne-moi, » murmura Élise. « Enseigne-moi tes peurs, tes risques, tes batailles, mais ne m'enseigne pas à vivre sans que tu ressentes quelque chose pour moi. » Pendant un moment éternel, ils restèrent immobiles, à quelques centimètres l'un de l'autre, respirant le même air, luttant contre la même attraction dévastatrice. Puis François céda. Ses mains trouvèrent le visage d'Élise, et il l'embrassa avec une intensité qui parlait d'années de solitude, de peur, de désir réprimé. C'était un baiser désespéré, comme s'il se noyait et qu'elle était son seul moyen de respirer. Élise répondit avec la même intensité, sentant qu'elle avait enfin trouvé l'homme réel, derrière toutes les défenses. Ses mains s'entrelacèrent dans ses cheveux, et elle se pressa contre son corps, voulant éliminer tout espace entre eux. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux étaient haletants. « Cela ne peut pas arriver, » dit François, mais ses mains tenaient toujours le visage d'elle. « C'est déjà arrivé, » rétorqua Élise, « et tu sais qu'il n'y a plus de retour. » François la regarda dans les yeux et vit là la même détermination qui l'avait attiré depuis le premier jour. Et pour la première fois depuis des années, il se permit d'imaginer que peut-être, juste peut-être, il pourrait avoir une seconde chance d'être heureux. Le matin suivant apporta une réalité cruelle pour Élise. Quand elle descendit pour le petit déjeuner, elle trouva François déjà habillé pour le travail, lisant le journal avec la même posture formelle que toujours. C'était comme si la nuit précédente, les confessions, le baiser dévastateur, la vulnérabilité qu'il avait montrée, n'avaient jamais existé. « Bonjour » dit-elle, observant attentivement sa réaction. « Bonjour » répondit-il sans lever les yeux du journal. Élise s'assit à table, se servit un café et attendit. Elle attendit qu'il commente la nuit précédente, qu'il fasse une quelconque référence à ce qui s'était passé entre eux, qu'il démontre que sa confession à propos de Sophie avait signifié quelque chose. Rien. François termina son café, plia le journal avec une précision militaire et se leva. « Je vais à Paris aujourd'hui », annonça-t-il, comme s'il informait un employé. « Réunions importantes. Je reviendrai en fin de semaine. »« tu fuis », ne dit directement Élise sans détour. Pour la première fois depuis qu'elle était descendue pour le petit déjeuner, François la regarda dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, elle vit la tempête d'émotions qu'il essayait de cacher. Mais cela ne dura qu'un instant. « Ne sois pas mélodramatique, » dit-il froidement. « Ce sont tes affaires. »« François. »« Anne, je dois y aller. Le vol part dans 2 heures. » Et il quitta la salle à manger, laissant Élise seule avec le sentiment d'avoir été brutalement rejetée. La nuit précédente avait été intense, réelle, transformatrice. Mais maintenant il construisait des murs encore plus hauts, comme si ce qu'il avait partagé avec elle l'effrayait plus que n'importe quel ennemi dans les affaires. Élise passa le reste de la matinée à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Elle connaissait assez les hommes pour savoir que François était terrifié par sa propre vulnérabilité. L'histoire de Sophie expliquait beaucoup. Il s'était permis d'aimer une fois, et le résultat avait été dévastateur. Maintenant, toute possibilité de s'ouvrir à nouveau le faisait reculer comme un animal blessé.
Mais Élise n'était pas une femme qui abandonnait facilement. Si François pensait qu'il pouvait simplement ignorer ce qu'il y avait entre eux, il se trompait lourdement. Vers midi, elle décida qu'elle avait besoin de sortir de la maison, de respirer un autre air, de penser plus clairement. Elle demanda au chauffeur de l'emmener au centre commercial le plus élégant de Nice, prétextant qu'elle devait acheter quelques articles personnels. En réalité, elle avait besoin de se sentir vivante, de se rappeler qui elle était au-delà d'être l'épouse négligée du colonel François Leroy. Ce fut dans une boutique de lingerie coûteuse que se produisit la rencontre qui changerait complètement le cours des jours suivants. Élise examinait un ensemble en dentelle française quand elle entendit une voix féminine derrière elle. « Excusez-moi, vous n'êtes pas l'épouse de François Leroy ?» Élise se retourna et vit une femme d'une quarantaine d'années, très élégante, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose de familier en elle, comme si Élise l'avait déjà vue quelque part. « Oui, je suis Élise, » répondit-elle prudemment. Cécile Martin. Se présenta la femme, tendant une main aux ongles parfaitement manucurés. « Mon mari est associé de François dans certaines entreprises. Nous nous sommes rencontrés au dîner de jeudi. » Élise se souvint vaguement de la femme, l'une des épouses des hommes d'affaires présents à l'événement, mais il y avait quelque chose dans son ton, une intimité forcée qui la mit mal à l'aise. « Ah, bien sûr, comment allez-vous ?»« Bien, merci. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici. » Cécile sourit, mais il y avait une froideur calculée dans ses yeux. « Puis-je vous inviter à prendre un café? Il y a certaines choses que vous devriez peut-être savoir sur votre mari. » L'alarme sonna immédiatement dans l'esprit d'Élise. Ce n'était pas une conversation désinvolte entre épouses d'hommes d'affaires. Il y avait un agenda derrière cette rencontre fortuite. « Quel genre de choses ?» demanda directement Élise. « Pas ici. » Cécile regarda autour d'elle, comme si elles étaient observées. « Je connais un petit café discret près d'ici. 5 minutes en voiture. » Élise hésita. Tous ses instincts lui disaient de décliner poliment et de s'en aller. Mais la curiosité fut plus forte. Elle voulait savoir quelles informations cette femme avait sur François, particulièrement après la confession de la nuit précédente. Le café était effectivement discret, un petit établissement élégant, clairement fréquenté par des personnes qui préféraient les conversations privées. Cécile choisit une table au fond, loin des oreilles indiscrètes. « Vous savez, Élise, » commença Cécile après qu'elles eurent commandé leur café, « j'ai connu François bien plus longtemps que mon mari. En fait, je l'ai connu quand il était encore avec Sophie. » Le nom frappa Élise comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ne montra pas sa surprise. Elle ne voulait pas donner à Cécile la satisfaction de savoir qu'elle avait fait mouche. « Et ?» me dit-elle simplement. « Sophie Moreau était ma meilleure amie, » continua Cécile, observant attentivement la réaction d'Élise. « Nous étions comme des sœurs. J'étais avec elle la nuit où elle est morte. » Élise sentit le monde tourner. Cécile avait été amie avec la femme que François avait aimée, la femme pour qui il se sentait encore responsable. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Élise, essayant de garder une voix ferme. « Parce que vous devez connaître la vérité. » Cécile se pencha en avant, baissant la voix. « Sophie n'est pas morte dans un accident. Et François le sait. » « De quoi parlez-vous ?»« Sophie a bien été assassinée, oui. Mais pas à cause des enquêtes journalistiques. C'était à cause d'une femme. Une femme qui a découvert que François avait une liaison avec Sophie alors qu'il était encore fiancé à une autre personne. » Élise eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. « C'est un mensonge, » dit-elle, mais sa voix sonna moins convaincue qu'elle ne l'aurait voulu. « Vraiment ?» Cécile sourit froidement. « François ne vous a jamais dit qu'il était fiancé quand il a rencontré Sophie, qu'il a rompu un engagement de plusieurs années pour être avec elle, qu'il a détruit la vie d'une famille entière pour une passion? Vous inventez tout ça. » Élise se leva, voulant partir. L'ex-fiancée de François s'appelle Isabelle Dubois, fille de l'une des familles les plus traditionnelles de Lyon. Quand François l'a abandonnée publiquement pour être avec une journaliste, elle est tombée dans une profonde dépression. Elle a été internée dans une clinique psychiatrique pendant 2 ans. Élise s'arrêta. Isabelle Dubois, elle connaissait ce nom. La famille Dubois était vraiment l'une des plus anciennes du Rhône. Il y avait des rumeurs sur une fille qui avait des problèmes mentaux. « Et vous pensez qu'elle a fait tuer Sophie ?» demanda Élise, toujours debout. « Je ne le pense pas. »« Je le sais, » dit calmement Cécile. « Isabelle ne s'est jamais complètement remise. Et maintenant elle est de retour dans la société, riche, puissante
et toujours obsédée par l'homme qui l'a détruite. « Ah, pourquoi me racontez-vous tout cela ?»« Mais parce qu'Isabelle a appris votre mariage, et elle ne se reposera pas tant que François n'aura pas payé pour ce qu'il lui a fait. » Élise sentit un frisson dans son dos. Si c'était vrai, s'il existait réellement une femme perturbée et puissante qui voyait François comme le responsable de son malheur, alors elle-même pourrait être en danger. « Vous essayez de m'effrayer, » dit-elle, essayant de paraître plus courageuse qu'elle ne se sentait. « J'essaie de vous avertir. » Rétorqua Cécile. Ophi se croyait en sécurité aussi. Jusqu'à la nuit où elle n'est pas rentrée chez elle. Élise quitta le café avec l'esprit en ébullition. Elle ne savait pas qui croire, mais l'histoire de Cécile contenait des détails trop spécifiques pour être complètement inventée. Et cela expliquerait pourquoi François se sentait si coupable de la mort de Sophie. Peut-être que ce n'était pas seulement à cause des enquêtes journalistiques, mais pour l'avoir mise au milieu d'une vengeance personnelle. Quand elle arriva à la maison, Élise trouva Madame René qui organisait le courrier dans le salon. « Ceci est arrivé pour Madame », dit la gouvernante, lui remettant une enveloppe élégante sans expéditeur. Élise l'ouvrit et trouva une carte en papier coûteux, avec un message écrit à la main en calligraphie féminine et élégante. « Chère Élise, ce serait un plaisir de vous recevoir pour le thé demain à 4 heures de l'après-midi. Nous avons beaucoup à discuter au sujet de François. Cordialement, Isabelle Dubois. » Avec la carte, il y avait une vieille photo, François plus jeune, enlacé avec une femme blonde et belle, dans laquelle Élise reconnut immédiatement les traits aristocratiques des familles traditionnelles lyonnaises. Au verso de la photo, quelqu'un avait écrit « L'amour de ma vie, avant que vous ne détruisiez tout ». Élise sentit ses mains trembler. Cécile avait dit la vérité. Isabelle Dubois existait, elle savait pour le mariage et elle voulait une rencontre. Cette nuit-là, Élise put à peine dormir. Elle appela plusieurs fois le téléphone portable de François, mais tous les appels allèrent à la messagerie vocale. S'il était vraiment à Paris pour affaires, ou s'il avait inventé le voyage pour fuir ce qui s'était passé entre eux la nuit précédente, elle ne le savait pas. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était seule, affrontant une situation potentiellement dangereuse sur laquelle François ne lui avait pas dit toute la vérité. Le matin suivant, Élise prit une décision qui changerait tout. Elle n'irait pas au rendez-vous avec Isabelle Dubois comme une victime sans défense. Elle irait comme une femme qui se battait pour l'homme qu'elle aimait, parce qu'elle avait réalisé, durant cette nuit d'insomnie, qu'elle aimait vraiment François. Pas l'homme froid qui l'avait épousé par convenance, mais l'homme vulnérable et hanté qui s'était révélé dans ses bras. Elle s'habilla avec soin, une robe bleu marine élégante, mais pas ostentatoire, cheveux attachés en un chignon sophistiqué, maquillage discret mais impeccable. Elle voulait transmettre force, dignité, classe. Si elle allait affronter une femme qui se considérait comme une rivale, elle le ferait d'égal à égal. L'adresse sur la carte menait à un manoir historique dans l'un des quartiers les plus anciens de Nice. La maison était impressionnante. Architecture coloniale préservée, jardin qui démontrait des soins de génération, un symbole vivant de l'aristocratie française. Isabelle Dubois la reçut personnellement. C'était une belle femme, devait avoir une quarantaine d'années, cheveux blonds qui auraient pu être naturels dans sa jeunesse, mais maintenant clairement maintenus artificiellement. Il y avait une élégance innée en elle, mais aussi quelque chose de perturbant dans ses yeux, une intensité qui suggérait l'obsession. « Élise, quel plaisir de vous rencontrer enfin !» dit Isabelle, embrassant les joues d'Élise comme si elles étaient de vieilles amies. « Entrez, je vous prie. J'ai préparé un thé spécial. » Le salon où elles furent servies était un musée familial. Portraits ancestraux, meubles très anciens, objets qui racontaient l'histoire de siècles de pouvoir et de tradition. Mais ce qui attira le plus l'attention d'Élise furent les photographies éparpillées sur une table latérale, des dizaines de photos de François et Isabelle au fil des ans. Depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, une relation documentée en détail. Vous vous connaissiez depuis longtemps, commenta Élise. Nous avons grandi ensemble. Isabelle servit le thé dans des tasses en porcelaine chinoise. Nos familles ont toujours su que nous nous marierions. C'était quelque chose de naturel, d'inévitable, jusqu'à ce qu'il rencontre cette journaliste. Le mot fut prononcé comme s'il s'agissait d'un poison. « Et vous ne vous êtes jamais marié avec quelqu'un d'autre ?» demanda prudemment Élise. « Comment aurais-je pu ?» Isabelle rit, mais c'était un son sans joie. « François a été l'amour de ma vie. Il est l'amour de ma vie. Certains amours sont éternels, ne trouvez-vous pas ?» Élise sentit un frisson.
Il y avait quelque chose de profondément perturbé dans la façon dont Isabelle parlait, comme si François était encore son fiancé, comme si les 20 dernières années n'avaient pas existé. « Vous avez dit que vous vouliez me parler de lui. » Élise alla droit au but. « Oui, je veux que vous connaissiez la vérité sur l'homme que vous avez épousé. » Isabelle s'assit plus près, ses yeux brillant d'une intensité effrayante. François Leroy n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre que lui-même. Il a détruit notre famille, m'a humilié publiquement, a ruiné ma réputation, tout pour une passion passagère. Si c'était passager, pourquoi êtes-vous encore en colère après tant d'années pour moi? Parce qu'il ne s'est jamais excusé. Isabelle frappa sa tasse sur la table avec force. Nancy, il n'a jamais reconnu ce qu'il m'a fait. Et maintenant, il est marié à nouveau, comme si je n'avais jamais existé. Élise se rendit compte qu'elle avait affaire à une femme en profond déséquilibre émotionnel. Isabelle avait construit toute son identité autour de la tragédie d'avoir été abandonnée par François, et maintenant, elle voyait Élise comme une nouvelle menace. « Que voulez-vous de moi ?» demanda directement Élise. « Que vous le quittiez ?» dit Isabelle avec une simplicité effrayante. « Que vous défassiez ce mariage ridicule et permettiez à François de revenir là où il appartient. Avec moi. Et si je refuse ?» Les yeux d'Isabelle se rétrécirent dangereusement. « Sophie a aussi refusé, » dit-elle à voix basse. La menace était claire. Élise sentit son cœur s'accélérer, mais elle garda son sang-froid. « Êtes-vous en train d'avouer que vous avez fait tuer Sophie ?»« Je dis que de mauvaises choses arrivent aux personnes qui se mettent entre François et moi. » Isabelle sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain. Élise se leva calmement, mit son sac à l'épaule et regarda directement dans les yeux de la femme perturbée. « Merci pour le thé, » dit-elle poliment. « Mais je pense que vous devriez savoir une chose. Je ne suis pas Sophie, et je ne vais nulle part. » Elle sortit de la maison sans regarder en arrière, mais elle pouvait sentir le regard d'Isabelle brûler dans son dos. Dans la voiture, les mains tremblantes, Élise réussit finalement à parler à François. Il répondit aux 3e sonnerie. « Élise, il s'est passé quelque chose ?» L'inquiétude sincère dans sa voix la rassura un peu. « Je dois te parler. C'est urgent. »« Je suis au milieu d'une réunion. François, je suis sérieuse. » C'est à propos d'Isabelle Dubois. Le silence de l'autre côté de la ligne fut absolu. Quand François parla à nouveau, sa voix était complètement changée. « Où es-tu? Je rentre à la maison maintenant. » Ne sors pas de la maison. Ne parle à personne. Je prends le premier vol. François. Élise, écoute-moi. Ne quitte pas la maison sous aucun prétexte. Compris? Compris. Je t'expliquerai tout quand j'arriverai. Tout. Élise passa les heures suivantes enfermée dans la demeure, avec tous les systèmes de sécurité activés, attendant François. Madame René remarqua la tension, mais ne posa pas de questions. Quand François arriva, c'était déjà la nuit. Élise l'entendit entrer, parler doucement avec l'équipe de sécurité, donner des instructions qu'elle ne put comprendre. Quand il monta pour la chercher, il trouva Élise dans la bibliothèque, faisant semblant de lire un livre, mais clairement l'attendant. « Raconte-moi tout, » dit-elle sans préambule. François s'assit lourdement dans le fauteuil à côté du sien. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques heures depuis qu'ils avaient parlé au téléphone. Isabelle était la femme que j'aurais dû épouser. Commença-t-il. Nos familles avaient arrangé le mariage depuis que nous étions enfants. Nous avons grandi en sachant que nous serions mari et femme. Mais tu es tombé amoureux de Sophie. Oui, et quand j'ai rompu les fiançailles pour être avec elle, Isabelle ne l'a pas bien pris. Cécile Martin m'a dit qu'elle avait été internée. François leva les yeux, surpris. Tu as parlé à Cécile? Comment? Peu importe. Est-ce vrai à propos de l'internement? Oui. Isabelle a eu une dépression nerveuse complète. Elle a passé 2 ans dans une clinique en Suisse. Quand elle est revenue, elle semblait s'être rétablie. Elle s'est mariée avec un homme d'affaires riche, menait une vie apparemment normale. Apparemment. Oui, parce qu'elle ne m'a jamais pardonné. Et quand Sophie est morte, elle en était responsable. François resta silencieux un long moment. Je n'ai jamais pu le prouver, mais j'ai toujours su. Sophie recevait des menaces anonymes depuis des semaines avant l'accident. Quelqu'un connaissait tous nos mouvements, tous les endroits où nous nous rencontrions. Et tu n'as jamais rien fait? Que pouvais-je faire? Isabelle avait des alibis parfaits.
Assez d'argent pour engager les meilleurs avocats, des connexions politiques dont je ne pouvais même pas rêver à l'époque. Et je n'avais pas de preuves concrètes. Élise se leva et commença à marcher dans la bibliothèque, traitant tout ce qu'elle avait découvert. « Et maintenant, elle sait pour notre mariage, » dit-elle. « Oui, et elle est clairement disposée à répéter l'histoire. Pour m'éloigner de toi. Ça, pour t'éliminer, si nécessaire. » Les mots tombèrent comme du plomb entre eux. Élise s'arrêta de marcher et regarda François. « C'est pour ça que tu me fuyais ?» Par peur qu'elle ne me fasse la même chose qu'à Sophie. François se leva aussi, s'approchant d'elle. « Élise, tu ne comprends pas le type de personne à qui nous avons affaire. Isabelle n'est pas seulement une ex-fiancée rancunière. Elle est vraiment dangereuse. Et quel est ton plan? Me garder enfermée ici pour toujours? Ou vas-tu divorcer de moi pour me protéger? Je ne sais pas, admit François, passant ses mains dans ses cheveux. Je sais seulement que je ne peux pas laisser ce qui est arrivé à Sophie t'arriver aussi. Élise s'approcha de lui, mit ses mains sur son visage, le forçant à la regarder dans les yeux. François, écoute-moi bien. Je ne vais pas fuir, je ne vais pas me cacher, et je ne vais certainement pas laisser une femme perturbée m'éloigner de l'homme que j'aime. Quoi? Que François la regarda, comme s'il ne pouvait croire ce qu'il avait entendu. Tu m'as entendu. Je t'aime. Pas l'homme froid qui s'est marié avec moi par convenance, mais l'homme réel que tu es derrière toute cette armure. François ferma les yeux, comme si ses paroles étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. Tu ne peux pas m'aimer, murmura-t-il. C'est trop dangereux. Ah, il est déjà trop tard pour ça, dit Élise, se rapprochant encore. Le danger existe déjà. La différence, c'est que maintenant nous allons l'affronter ensemble. Et pour la deuxième fois, elle l'embrassa. Mais cette fois, ce fut différent. Ce n'était pas un baiser de découverte ou de passion réprimée. C'était un baiser de décision, d'engagement, de deux personnes qui avaient décidé de se battre pour ce qu'elles ressentaient, l'une pour l'autre. Quand ils se séparèrent, François la tenait fermement, comme si elle pouvait disparaître à tout moment. « Je ne laisserai pas qu'elle te blesse, » les promit-il, « et je ne te laisserai pas affronter ça seul. T'as promis Élise en retour. » À ce moment, ils surent tous les deux qu'ils avaient affranchi une ligne d'où il n'y avait plus de retour possible. Ils étaient vraiment ensemble maintenant, pas seulement comme mari et femme par convenance, mais comme deux personnes disposées à se battre pour leur amour, quel qu'en soit le prix. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Isabelle Dubois avait commencé à mettre son plan en action ce même après-midi, et que les jours suivants mettraient à l'épreuve non seulement leur amour mais leur vie même. Les 3 jours suivants passèrent dans une tension presque insupportable. François avait triplé la sécurité de la demeure, installé des caméras supplémentaires et engagé une équipe de garde du corps qui accompagnait Élise dans tous ses déplacements. La maison, qui était déjà silencieuse, semblait maintenant un bunker élégant. Élise détestait cette situation. Elle se sentait prisonnière, même en sachant que François essayait simplement de la protéger. Mais ce qui la dérangeait le plus, c'était de voir comment il se transformait à nouveau en cet homme froid et contrôlant qu'elle avait connu le jour du mariage. La peur de la perdre le faisait ériger des murs encore plus hauts. « Ça ne peut pas continuer », dit-elle un vendredi matin, trouvant François dans son bureau, entouré de papiers et parlant au téléphone avec des détectives privés. Il termina l'appel et la regarda avec des yeux chargés de fatigue. « Qu'est-ce qui ne peut pas continuer ?»« Oh ça, cette prison à domicile, cette paranoïa constante. Tu laisses Isabelle gagner sans même qu'elle n'ait à faire quoi que ce soit. Je te protège. » François se leva, s'approchant d'elle. « Tu m'étouffes !» rétorqua Élise. « Et tu te transformes à nouveau en cet homme que j'ai rencontré à l'hôtel, froid, distant, contrôlant. Je préfère être froid et distant, plutôt que d'avoir à t'enterrer. » Les mots sortirent avec une dureté qui fit Élise reculer d'un pas. « François, tu n'as pas vu ce dont elle est capable. Tu n'as pas trouvé le corps de Sophie détruit sur une route déserte. Tu n'as pas passé des années à te culpabiliser de n'avoir pas protégé la femme que tu aimais. » La confession explosa entre eux comme une bombe. C'était la première fois que François admettait clairement qu'il avait aimé Sophie et qu'il craignait maintenant de perdre Élise de la même façon. « Je ne suis pas Sophie, » dit doucement Élise, s'approchant de lui à nouveau. « Et tu n'es plus ce jeune homme qui ne savait pas comment protéger celle qu'il aimait. Ah, comment peux-tu en être si sûr? Parce que je te connais, parce que je vois comment tu as changé depuis que nous sommes mariés, parce que je sais que l'homme qui m'a embrassé dans ce bureau
est capable de tout pour protéger les personnes qu'il aime. François la tira dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Je ne peux pas te perdre, » murmura-t-il à son oreille. « Et tu ne me perdras pas, » a promis Élise. « Mais tu ne peux pas non plus me garder caché pour toujours. » C'est à ce moment que le téléphone sonna. François répondit, et Élise vit son visage pâlir progressivement en écoutant ce qui était dit de l'autre côté de la ligne. « Je comprends. Oui, maintenez la surveillance. Non, ne faites rien encore. » Il raccrocha et resta immobile un moment, comme s'il assimilait des informations très graves. « Qu'est-ce qu'il y a ?» il demanda Élise, sentant son estomac se nouer. « Isabelle n'est plus à Nice. Les enquêteurs ont perdu sa trace il y a 2 jours. »« Ah, comment ça, perdu sa trace ?» Elle est sortie de sa demeure lundi matin et n'est jamais revenue. Le personnel de sa maison dit qu'elle a voyagé, mais ils ne savent pas où. Et le pire. Quoi? Les enquêteurs ont découvert qu'elle a liquidé plusieurs comptes bancaires la semaine dernière. Elle a déplacé une quantité absurde d'argent en espèces. Élise sentit un frisson dans le dos. Une femme riche et déséquilibrée, avec assez d'argent pour disparaître et engager n'importe quel type de service, était bien plus dangereuse qu'une ennemie qu'il pouvait surveiller. Elle peut être n'importe où. Élise, exactement. Et elle peut planifier n'importe quoi. Le reste de la journée passa dans une tension insupportable. Élise pouvait à peine se concentrer sur quoi que ce soit, et François était visiblement perturbé. Ils dînèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées sur les possibilités sinistres que présentait la situation. Ce fut vers 10 heures du soir que tout commença à s'effondrer. Le premier signe fut la lumière électrique qui cligna plusieurs fois avant de s'éteindre complètement. La maison fut plongée dans l'obscurité totale pendant quelques secondes, avant que le générateur d'urgence ne se mette en marche et ne restaure un éclairage partiel. « Reste ici », dit François à Élise, qui était dans le salon avec lui quand la lumière s'éteignit. « Je ne vais pas rester », répondit-elle immédiatement. « Nous ne nous séparons pas maintenant. » François ne discuta pas. Il prit une arme qu'il gardait dans un coffre camouflé et se dirigea vers le panneau de contrôle de la sécurité de la maison. Élise le suivit de près, le cœur battant à toute vitesse. « Les caméras extérieures sont hors service », murmura François, examinant les moniteurs. « Quelqu'un a saboté le système. Les gardes ?» Ils ne répondent pas à la radio. Élise sentit la panique commencer à s'emparer d'elle. Si les gardes de sécurité ne répondirent pas, il y avait 2 possibilités. Soit ils avaient été neutralisés, soit ils avaient été achetés. « François, nous devons sortir d'ici, » dit-elle. « Pour aller où? Si elle a réussi à passer la sécurité, elle a probablement des gens qui surveillent toutes les sorties. » C'est à ce moment qu'ils entendirent le son. Une musique classique jouée quelque part dans la maison. Une valse qu'Élise reconnut comme étant la même qui avait été jouée pendant leur mariage. « Elle est ici », dit François, la voix chargée d'une tension mortelle. La musique venait de l'étage supérieur. François vérifia son arme et commença à monter les escaliers, Élise juste derrière lui. La mélodie mélancolique résonnait dans les couloirs de la demeure, comme une bande-son sinistre pour ce qui allait arriver. Ils arrivèrent au couloir principal du 2e étage et virent que la musique venait de la chambre principale, la chambre que François n'avait jamais utilisée depuis le mariage, gardant toujours ses affaires dans le bureau et dans une chambre plus petite à l'arrière de la maison. La porte était entr'ouverte, et une lumière douce émanait de l'intérieur. François fit un signe à Élise de rester derrière lui et poussa lentement la porte. La chambre avait été transformée en une scène sortie d'un cauchemar romantique. Des centaines de bougies étaient éparpillées sur tous les meubles, créant un éclairage dansant et sombre. Sur le lit, il y avait une robe de mariée étendue, ancienne, jaunie par le temps, mais encore reconnaissable comme datant d'une époque où Isabelle aurait été jeune et belle. Et assise dans un fauteuil dans le coin de la chambre, toujours élégante mais avec quelque chose de clairement perturbé dans sa posture, se trouvait Isabelle Dubois. Elle portait une robe de soirée rouge sang et tenait une coupe de champagne comme si elle célébrait quelque chose. « Enfin, » dit-elle quand elle les vit entrer, « je commençais à penser que vous ne monteriez jamais. »« Ah, toi, Isabelle, » dit François, gardant l'arme pointée sur elle. « Comment es-tu entrée ici? »« Ah, mon cher, l'argent ouvre toutes les portes. Et j'ai beaucoup d'argent. » Elle sourit, un sourire qui n'avait rien d'humain.
Tes gardes vont bien en passant. Ils dorment juste profondément. Rien qu'un puissant sédatif ne puisse résoudre. Que veux-tu? Ce que j'ai toujours voulu, toi. Isabelle se leva gracieusement, comme si elle était à une fête mondaine. Et que cette intruse sorte de notre vie pour toujours. Élise fit un pas en avant, sortant partiellement de la protection de François. Je ne suis pas une intruse. Je suis sa femme. Oh, tu es une erreur, dit Isabelle, ses yeux brillant d'une lueur démente. Tout comme Sophie était une erreur. Mais les erreurs peuvent être corrigées. Tu as tué Sophie, dit Élise. Ce n'était pas une question. J'ai sauvé François d'une vie de médiocrité, corrigea Isabelle. Sophie était commune, vulgaire, une journaliste insignifiante, qui ne pouvait jamais lui donner ce qu'il méritait, tout comme toi. Et qu'est-ce qu'il mérite? Demanda Élise, sentant une étrange bravoure grandir en elle. La meilleure famille, les meilleures connexions, la meilleure position sociale. Tout ce que je peux offrir et que vous, femmes ordinaires, ne pourrez jamais. François écoutait tout en silence, mais Élise pouvait voir que quelque chose changeait dans son expression. Une compréhension, une clarté qui n'avait pas été là avant. « Isabelle, dit-il finalement, tu es malade. Tu as besoin d'aide. »« Je ne suis pas malade, » cria-t-elle pour la première fois, perdant sa composition élégante. « Je suis la seule personne qui te connaît vraiment, qui sait ce dont tu as besoin, qui t'aime pour ce que tu es réellement. »« First, tu ne me connais pas, » dit calmement François. « Et tu ne m'as jamais aimé. »« Pas comment oses-tu dire ça? »« Parce que l'amour ne tue pas. L'amour ne menace pas. L'amour ne détruit pas le bonheur de la personne aimée. » François fit quelques pas vers Isabelle, mais garda l'arme ferme. « Tu ne m'as jamais aimé, Isabelle. Tu m'as aimé comme une possession, comme un trophée que tu pensais mériter. Et tu crois qu'elle t'aime ?» Isabelle rit hystériquement, pointant Élise. « Une opportuniste qui t'a épousé pour l'argent? Elle m'aime exactement comme je suis, » dit François, et sa voix était chargée d'une certitude absolue. « Avec toutes mes erreurs, mes traumatismes et mes peurs. Et je l'aime de la même façon. » C'était la première fois que François admettait publiquement qu'il aimait Élise. Et ce fut aussi le moment où Isabelle perdit complètement le contrôle. « Non, » m'écria-t-elle, sortant quelque chose de son sac, une petite arme, mais mortelle. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Mais au lieu de viser François, elle visa Élise. « Elle va mourir comme Sophie est morte. Et cette fois, tu vas le voir. » Tout se passa au ralenti. Élise vit le doigt d'Isabelle bouger sur la gâchette. Elle vit François se jeter devant elle. Elle entendit la détonation résonner dans la chambre. Mais celle qui cria de douleur ne fut ni Élise, ni François. L'arme s'était enrayée, une défaillance mécanique au moment crucial, et le tir avait fait un retour de flamme, blessant la main même d'Isabelle. Elle laissa tomber l'arme, tenant sa main blessée et criant de douleur et de frustration. François immobilisa immédiatement Isabelle, éliminant toute possibilité qu'elle tente quelque chose d'autre, tandis qu'Élise courait vers le téléphone pour appeler la police et l'ambulance. « C'est fini, » dit François, tenant Isabelle qui pleurait compulsivement. « C'est fini, Isabelle. Tu vas recevoir l'aide dont tu as besoin, mais loin de nous. » Quand la police arriva, ils trouvèrent une scène qui entrerait dans l'histoire criminelle de la ville. Isabelle fut arrêtée en flagrant délit pour violation de domicile, port illégal d'armes et tentative d'homicide. Les enquêteurs avaient déjà assez de preuves pour la relier également à l'assassinat de Sophie Moreau, 20 ans auparavant. Pendant qu'Isabelle était emmenée par les policiers, criant toujours que François lui appartenait et qu'elle reviendrait le chercher, Élise et François restèrent seuls dans la chambre, entourés par les bougies qui brûlaient encore et par la robe de mariée fantomatique sur le lit. « C'est terminé, » dit Élise, n'y croyant presque pas. « Oui, » confirma François, l'attirant dans ses bras. « Enfin terminé. » Ils s'embrassèrent à la même, entourés par les débris du passé de François, scellant non seulement la fin du cauchemar, mais le véritable début de leur vie ensemble. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans tous les journaux de la région. L'arrestation de l'une des femmes les plus riches et influentes du sud de la France pour un crime passionnel qui s'était produit 2 décennies auparavant, fit la une nationale. François fut appelé à témoigner plusieurs fois, revivant des moments douloureux qu'il avait tenté d'enterrer. Mais cette fois, Élise était à ses côtés, tenant sa main, lui donnant la force dont il avait besoin pour affronter définitivement les démons du passé.
Isabelle fut condamnée à passer le reste de sa vie dans une institution psychiatrique de haute sécurité. Les psychiatres qui l'examinèrent conclurent qu'elle souffrait d'un trouble obsessionnel compulsif sévère, combiné à des tendances psychopathiques qui la rendaient extrêmement dangereuse. Avec la fin de la menace, quelque chose de magique commença à se produire dans la demeure de Nice. Les fenêtres, auparavant toujours fermées, furent ouvertes. La musique recommença à jouer dans les pièces. Les couleurs vives qu'Élise aimait tant commencèrent à apparaître dans la décoration. François, enfin libéré du poids de la culpabilité qu'il portait depuis des décennies, commença à se transformer en l'homme qu'il avait été, avant la tragédie avec Sophie. Il souriait davantage, parlait de sentiments, démontrait ouvertement l'amour qu'il ressentait pour Élise. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» dit Élise par un après-midi ensoleillé, quelques mois plus tard, alors qu'ils se promenaient dans les jardins de la demeure qu'ils avaient rénovée ensemble. « Quoi ?» demanda François, les bras autour de la taille d'Élise. « Comment tu as changé, non ?» corrigea-t-elle. « Comment tu es redevenu celui que tu as toujours été à l'intérieur ? J'ai réussi ça uniquement parce que tu m'as montré que c'était possible. » Ça, dit François, s'arrêtant de marcher et se tournant pour la regarder. « Tu n'as jamais renoncé à moi, même quand j'avais renoncé à moi-même. J'ai vu l'homme réel derrière toute cette froideur, » sourit Élise. « Et je suis tombée amoureuse de lui avant même que tu ne lui permettes d'exister. » Felicitas. Oui, Thursage, je veux renouveler nos vœux. La proposition l'a pris par surprise. Pourquoi? Parce que la première fois, ce n'était pas un vrai mariage. C'était un accord commercial. Maintenant, je veux t'épouser parce que je t'aime, parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, parce que tu es la femme la plus courageuse et déterminée que j'ai jamais connue. Élise sentit des larmes de bonheur remplir ses yeux. « Et j'accepte, » dit-elle, « parce que tu es l'homme le plus loyal et protecteur que j'ai jamais connu, même quand tu essaies de le cacher derrière une façade de froideur. » Le second mariage d'Élise et François eut lieu 6 mois plus tard, dans la même église à Marseille, où avait eu lieu le premier. Mais cette fois, tout était différent. François souriait, un large sourire authentique qui illuminait tout son visage. Élise irradiait un bonheur qui touchait tous les présents. La cérémonie, au lieu d'être protocolaire et froide, fut émouvante et chargée de sentiments véritables. Quand le prêtre demanda si François acceptait Élise comme épouse, sa réponse fut entendue par toute l'Église. « J'accepte, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma vie. » Quand il demanda si Élise acceptait François comme mari, elle répondit « J'accepte l'homme que tu es, que tu as été et que tu deviendras encore. » Le baiser qu'ils échangèrent à l'autel dura bien plus longtemps que ce qui aurait été socialement approprié, arrachant des applaudissements émus de tous les invités. La fête fut une véritable célébration, musique live jouant des classiques français, jusqu'aux succès internationaux, nourriture abondante préparée par les meilleurs chefs de Provence et une joie contagieuse qui dura jusqu'à l'aube. Pendant la valse des mariés, François murmura à l'oreille d'Élise « Merci de m'avoir appris à aimer à nouveau. »« Merci de m'avoir laissé t'aimer. » répondit-elle. 2 ans plus tard, Élise était sur la terrasse de la demeure, maintenant complètement transformée en un foyer accueillant et plein de vie observant. François jouait dans le jardin avec leur fils, un petit garçon aux cheveux sombres comme son père et aux yeux expressifs comme sa mère. La maison, qui avait été une prison élégante, résonnait maintenant de rires, de conversations animées, de musique et de tous les sons d'une famille heureuse. Les employés qui auparavant marchaient dans un silence absolu conversaient maintenant librement et souriaient fréquemment. « Maman, papa a dit qu'il va m'apprendre à jouer aux échecs. » Le petit Antoine courut vers la terrasse, suivi par François qui arborait un sourire qui n'avait plus jamais disparu de son visage. « Mais tu n'as que 3 ans, mon amour, » rit Élise, soulevant son fils dans ses bras. « Il n'est jamais trop tôt pour apprendre la stratégie, » plaisanta François, embrassant Élise puis le front de son fils. « Tant que tu lui enseignes aussi les sentiments, » taquina Élise, « la stratégie sans cœur est dangereuse. »« Je promets d'enseigner les deux, » dit François, et Élise sut que c'était une promesse qu'il tiendrait. Le soir, après avoir couché Antoine, Élise et François s'assirent sur la véranda, observant les lumières de Nice scintiller au loin. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda François, tenant sa main. « D'avoir osé aimer un homme qui essayait de me convaincre qu'il était incapable de sentir. » Élise sourit. « Jamais. »
Et toi? Demanda-t-elle à son tour. D'avoir tant résisté à accepter ce que je ressentais pour toi? François réfléchit un moment. Oui, j'ai gaspillé un temps précieux à essayer de protéger mon cœur quand j'aurais dû l'ouvrir pour toi dès le premier jour. Mais nous sommes arrivés jusqu'ici, dit Élise, se blottissant contre son épaule. Oui, et maintenant nous avons toute une vie devant nous. Élise regarda l'homme qui s'était complètement transformé par amour, du colonel froid et calculateur à l'homme affectueux et présent qui était maintenant mari et père. Et elle pensa à comment l'amour véritable avait le pouvoir non seulement de guérir des blessures, mais de transformer des personnes en meilleure version d'elles-mêmes. François, de son côté, observa la femme courageuse qui avait refusé d'accepter moins que ce qu'elle méritait, qui s'était battue pour lui-même quand il ne se battait pas pour lui-même. Et il sut qu'il avait trouvé non seulement une épouse, mais une partenaire pour toute la vie. Quelqu'un qui le rendait plus fort, plus heureux, plus humain. La demeure à Nice, qui avait été témoin de tant de souffrance et de solitude, respirait maintenant l'amour, l'espoir et la promesse d'un avenir construit sur la base solide d'un amour qui avait surmonté tous les obstacles. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus de la côte d'Azur, Élise et François savaient que leur histoire, qui avait commencé comme un accord, commercial et s'était transformée en l'une des plus grandes passions de leur vie, n'était que le début d'un voyage qui durerait pour toujours. L'amour n'était pas né de promesses faciles, mais d'une bataille. Ça avait été la victoire d'une femme qui avait osé aimer un homme qui pensait ne plus savoir sentir, et qui lui avait enseigné que le cœur peut saigner. Oui, mais aussi être guéri, reconstruit et transformé en quelque chose d'encore plus beau qu'avant.